Donc une vidéo en préambule pour préciser un certain nombre de choses avant de se lancer dans les activités d'interaction ou d'appropriation orale par groupe. Alors, d'abord, quand est-ce qu'on peut proposer les activités qui sont listées dans cette ressource? Il faut rappeler que donc ces activités d'appropriation orale par groupe arrivent à un certain stade du processus d'apprentissage et qu'avant, on peut dire que c'est à peu près au milieu du processus d'apprentissage, surtout en cycle 3, puisqu'après il va y avoir de l'écrit, et avant, eh bien, il va y avoir des activités de compréhension de l'oral et de parler en continu qui vont être prioritairement menées en grand groupe et orchestrées par l'enseignant. On estime que les formulations et les éléments lexicaux qui sont nécessaires pour l'interaction doivent avoir été entendus et répétés par tous les élèves au moins 10 fois. Donc, on voit bien que si on se précipite tout de suite sur la phase d'interaction, on n'aura pas eu ces écoutes répétées et ces répétitions, et donc il y a de gros risques pour que l'interaction ne fonctionne pas. Donc, avant, il va falloir mener d'autres activités que vous pouvez par exemple piocher dans une autre ressource qu'on a mise sur le site de la DSDN 44 qui s'appelle 25 activités d'appropriation orale avec flashcard. Ce sont des propositions, vous n'êtes pas obligé d'aller là, il y a d'autres pistes. Ensuite, quel rôle l'enseignant peut-il jouer pendant les activités d'appropriation orale par groupe? C'est vrai qu'on autant dans les phases préparatoires, l'enseignant joue un rôle prépondérant parce qu'il joue un peu son rôle de chef d'orchestre. Autant là, pendant les phases d'appropriation orale par groupe, eh bien, on perd ce rôle. Et donc, en revanche, on va pouvoir en profiter pour aller écouter individuellement ce qui se passe, ce qui se dit. C'est un moment où on va avoir un feedback sur le niveau réel de nos élèves en termes d'autonomie. Est-ce qu'ils arrivent à mobiliser le lexique et les formulations qu'on a travaillées avant dans une situation plus autonome? Donc, c'est un moment où on écoute, où on reprend un petit peu, où on aide, on accompagne. Donc, il faut vraiment en profiter. Troisième question, est-ce qu'il s'agit d'une interaction réelle ou plutôt d'un exercice? Vous allez le voir dans les situations qui sont proposées, elles fonctionnent souvent sur un corpus lexical limité et un nombre de formulations limité. Donc, effectivement, l'incertitude qui fait l'essence même de l'interaction. Pour qu'il y ait interaction, il faut que je ne sache pas précisément quelle question on va me poser, ni réellement en amont la réponse que je vais apporter. Donc là, on n'est pas dans ce cadre-là. L'élève sait quel type de question on va lui poser et à peu près quel type de réponse on attend. Donc effectivement, on est dans un entre-deux qui s'approche un peu plus d'une situation d'exercice, mais c'est pas forcément très grave. Encore une fois, en termes de processus, on n'en est qu'au milieu, c'est-à-dire plus tard, après ces phases d'appropriation par groupe, il n'est pas interdit de proposer des situations où on sera dans une forme d'interaction un peu plus authentique, un peu plus réelle, même si l'authenticité de l'interaction en classe restera forcément limitée. Donc, ensuite, comment faire en sorte que les élèves interagissent dans la langue cible, en anglais ou en allemand, en espagnol, si vous choisissez d'adapter ces activités dans d'autres langues. Alors, par chance, les élèves ont souvent intégré le fait que, comme on était dans une discipline qui nécessitait justement l'écoute répétée, la répétition, et puis une langue que l'on apprend pour la parler à l'oral, souvent, quand même, ils adoptent une attitude qui est assez favorable. Et donc, il suffit généralement de rappeler bien ses attentes en termes de formulation. Voilà, je voudrais entendre des questions complètes et des réponses complètes. Donc, généralement, ça fonctionne. Si ça ne marche pas, c'est-à-dire si par exemple vous avez des élèves qui jouent à un jeu sans forcément parler la langue cible, et bien dans ces cas-là, il est possible d'instaurer un rôle d'arbitre, et donc vous allez avoir un joueur qui, en plus de son rôle de joueur, va avoir un statut d'arbitre et qui va faire en sorte que la langue cible soit bien utilisée. On peut parfois avoir des glissements comme ça lorsque l'aspect ludique prend le dessus. C'est-à-dire quand les élèves ont vraiment envie de jouer, vraiment envie de gagner, parfois
ça se fait un peu au détriment de la langue. Alors bon, on peut aussi le voir comme un côté positif, c'est-à-dire qu'il y a de l'enthousiasme, il y a de l'envie, et la situation leur plaît, donc ça c'est chouette. En revanche, oui, parfois, juste avoir un rôle d'arbitre supplémentaire permet de peut-être remettre le curseur un peu plus sur l'aspect linguistique. Voilà, en espérant que les activités que vous allez trouver ci-dessous vous conviendront. C'est pas parfait, c'est pas un dogme, hein. Il y a des choses que vous connaissez certainement déjà. L'idée était vraiment de proposer un panel avec des choses connues et des choses peut-être un peu moins connues pour les enseignants qui souhaitent se lancer dans l'enseignement des langues vivantes au primaire. Et voilà, à bientôt, au revoir.